À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, l'Europe était envahie par les vampires. La situation était devenue si chaotique que les autorités durent intervenir, et même des officiers militaires eurent à enquêter sur ces sinistres affaires. Leur conclusion fut claire: oui, les vampires sont bien réels. Nous parlons ici d'une époque ayant précédé l'apparition de la figure populaire du Dracula des livres et les films. Les gens d'alors croyaient réellement que les défunts pouvaient ressortir de terre pour venir boire le sang des vivants. Hélas, leurs victimes ne survivaient jamais, et les vampires continuaient à commettre leurs horribles forfaits. Ils s'en allaient par les routes et envahissaient les villages. Cette croyance était très répandue, et la panique régnait dans les contrées concernées. Tout cela débuta en Europe de l'Est, plus précisément en Serbie. Plusieurs décès mystérieux étaient survenus dans un village, et les gens avaient pris peur. Voici l'histoire de Petar Blagojević, un paysan décédé en 1725. Après son enterrement, un certain nombre de villageois affirmèrent qu'il était revenu d'entre les morts et qu'il frappait aux portes pour demander des chaussures ou de la nourriture. Rien de bien grave, mais attendez un peu, quelques jours après cela, ces mêmes villageois furent retrouvés sans vie. Au total, le village perdit 9 de ses membres. Tout le monde paniqua. Les gens étaient sûrs que Petar était responsable. On croyait qu'il s'était réveillé de son repos éternel, une nuit, et qu'il venait dévorer les vivants. Finalement, les autorités durent déterrer son corps pour mener l'enquête. Ils voulurent vérifier s'il y avait des signes indiquant qu'il était encore en vie. Ils examinèrent donc de près ses cheveux, sa barbe et ses ongles pour voir s'ils avaient poussé. Et c'était effectivement le cas. En fait, ils ne virent aucun signe de décomposition. Son corps était intact. Ensuite, ils découvrirent quelque chose d'encore plus étrange. Il y avait du sang autour de sa bouche. Et cela fut suffisant. Les gens déclarèrent qu'il s'agissait d'un vampire. Puis vint Arnold Paul, sans doute le vampire le plus infâme de tous. C'était un soldat, et il avait perdu la vie après être tombé d'un chariot et s'être brisé le cou. Mais il y avait quelque chose d'étrange à son sujet. Avant cet événement tragique, Paul avait affirmé avoir été mordu par un vampire. Il avait dit s'être guéri en mangeant de la terre provenant de la tombe du vampire et en s'enduisant de son sang. Et non, pas vraiment un sujet de conversation pour le dîner. Mais passons. S'il était guéri, personne n'avait de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Eh bien, voyons cela. Dans le mois qui suivit l'enterrement de Paul, 4 personnes déclarèrent qu'il les tourmentait post-mortem. Et peu de temps après, ces mêmes personnes disparurent. 10 jours après les funérailles de Paul, les villageois le sortirent de terre, juste pour s'assurer que tout était normal. Et c'est là que les choses devinrent étranges. Son corps ne s'était pas décomposé. Ses cheveux, ses ongles et sa barbe avaient poussé. Et du sang frais lui coulait de la bouche. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un d'autre? Oui, notre ami Petar. Mais dans le cas de Paul, c'était plus troublant. Le sang ne venait pas seulement de sa bouche. Il coulait de ses yeux, de son nez et de ses oreilles. Sa chemise, son cercueil, tout était complètement trempé de sang. Terrifiés, les villageois lui enfoncèrent un pieu dans le cœur et brûlèrent son corps. Et ils déterrèrent également ses 4 victimes supposées, juste par précaution. Ils procédèrent de la même manière avec elles, pour s'assurer qu'aucun vampire ne viendrait troubler le reste du village. Qui sait, n'est-ce pas? Mais leur cauchemar ne s'arrêta pas là. Quelques années plus tard, durant l'hiver de 1731, un nouveau mystère vint émouvoir la commune. 13 personnes moururent dans seulement quelques semaines. Finalement, les autorités locales furent obligées d'intervenir. Elles envoyèrent des enquêteurs officiels pour apaiser les esprits. Mais de manière surprenante, ceux-ci conclurent que ces attaques de vampires étaient bien réelles, tout au moins selon les témoignages recueillis. Cette validation officielle changea tout. Elle provoqua une vague d'hystérie dans toute l'Europe. Mais pourquoi tous ces gens étaient-ils si prompts à croire que les défunts pouvaient retourner hanter les vivants? L'une des explications, c'est que les gens de l'époque comprenaient très peu le fonctionnement du corps humain. Des cadavres à l'air intact ou mystérieusement enflés une fois mis en terre, avec du sang autour de la bouche, et même le fait que les ongles et les cheveux continuaient à pousser. Ils prenaient tout cela pour des phénomènes surnaturels. Ces villageois comprenaient mal le processus de décomposition. Des gaz naturels provoquent le gonflement des corps, leur donnant une certaine fraîcheur. Pour eux, c'était une preuve supplémentaire que ces trépassés ne dormaient pas de leur dernier sommeil, mais qu'ils revenaient d'entre les morts pour causer du tort aux vivants. De plus, sous certaines conditions, le processus de décomposition peut être retardé pendant un long moment. Cela peut par exemple s'expliquer par un phénomène qui porte le nom de saponification.
Il s'agit d'un processus naturel qui se produit lorsqu'un corps est enterré dans un endroit froid et humide, exactement comme dans certaines régions d'Europe de l'Est. Dans ce type d'environnement, la graisse du corps peut se transformer en une substance cireuse qui ressemble à du savon. Cette cire recouvre le corps et contribue à empêcher la putréfaction. Bien. Mais comment expliquer la croissance des ongles et des cheveux? C'est plutôt une illusion d'optique, pas une véritable croissance. Ce qui se passe, c'est que la peau se dessèche et se rétracte un peu. Lorsque la peau se rétrécit de cette manière, elle fait paraître les poils du menton ou les ongles plus longs qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est tout. Et qu'en est-il du sang? Il s'avère que nous disposons là aussi d'une explication scientifique. La durée pendant laquelle le sang reste liquide après le décès d'une personne dépend beaucoup de la température environnante. Dans les régions froides, il peut rester fluide pendant plusieurs jours. Donc, lorsqu'on exhumait un corps, il y avait de fortes chances que l'on trouve du sang liquide dans ses veines. Cela pouvait sembler étrange, voire effrayant, mais c'était simplement le froid qui ralentissait tout. Les chercheurs en médecine pensent aujourd'hui que de nombreux symptômes liés à la croyance aux vampires correspondent en réalité à des affections comme la rage. À l'époque, la plupart des gens dans ces communautés vivaient avec des animaux, et les villages étaient généralement proches de forêts où prospéraient les bêtes sauvages. En outre, il n'existe toujours pas de remède vraiment efficace contre la rage. Cette maladie peut causer de l'insomnie, une agressivité pouvant conduire à des morsures et même une grande peur de l'eau, ce qui correspond étroitement à la description des vampires. Il s'avère donc que tous ces phénomènes prétendument surnaturels avèrent des explications logiques. Aujourd'hui, nous pouvons trouver naïve l'idée selon laquelle de vrais vampires sévissaient en Europe de l'Est. Mais à l'époque, c'était une peur bien réelle. Des communautés entières étaient plongées dans l'effroi. Il existe de nombreux cas documentés de familles ayant exhumé leurs proches afin de leur retirer leur cœur, car elles croyaient fermement que les défunts étaient la cause des malheurs qui leur arrivèrent par la suite. Et les journaux à travers le continent reprenaient ces histoires, propageant la légende bien au-delà de l'endroit où les faits s'étaient déroulés. De manière surprenante, ces histoires de créatures assoiffées de sang ne sont pas apparues uniquement en Europe. Des mythes similaires ont existé sur tous les continents, à diverses époques. Aux Philippines, par exemple, on trouve le manananggal, une créature volante au corps coupé en deux. Au Chili, il y a le Perchen, un être métamorphe qui suce le sang de ses victimes. Et en Australie, certaines tribus indigènes croyaient en l'existence du Yaramayaho, une petite créature rouge qui tombe des arbres et boit le sang des gens à l'aide de ventouses situées sur ses mains et ses pieds. Une jolie histoire. En Europe, la croyance aux vampires s'est estompée vers la fin du XVIIIe siècle, grâce au progrès du savoir médical. Mais comme vous le savez, c'est une légende qui a la vie dure. Tout simplement, on la trouve à présent sous forme de littérature, et elle a donné naissance à des personnages célèbres, comme Dracula. L'écrivain Bram Stoker s'est inspiré de récits en circulation depuis le XVIIe siècle. Mais il a transformé les vampires en monstres romancés et fictifs. Vous savez bien, dents aiguisées, peau pâle, vêtements noirs, tout le tralala. Des créatures bien différentes de celles qui effrayaient les villageois de l'époque. Et en un certain sens, ces villageois n'avaient pas complètement tort. Quelque chose polluait bien la vie de ces gens. Mais ce n'était pas le sang vicié des vampires, c'était simplement la désinformation, mêlée à une grande dose d'imagination débridée. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film de vampires ou que vous lirez une histoire effrayante, souvenez-vous que derrière la fiction se cache une vérité fascinante. Une véritable épidémie de panique, de confusion et d'effroi qui a déferlé sur l'Europe il y a près de 300 ans, laissant un héritage glaçant qui continue encore aujourd'hui de nous captiver. Une jeune femme autrefois éclatante de beauté fut découverte inhumée avec une immense faucille en travers du cou. Aucun indice de violence ou de crime ne fut relevé. Pourtant, la peur avait manifestement poussé quelqu'un à l'enfermer dans cette tombe, allant jusqu'à attacher un cadenas à l'orteil de son pied gauche. Il souhaitait la maintenir à jamais dans cette sépulture, redoutant qu'elle ne se relève pour assouvir sa vengeance. Une communauté entière se serait liguée contre une jeune femme de moins de 20 ans, estimant qu'elle représentait un péril mortel. Vous voyez où l'on veut en venir? Testons vos connaissances historiques. Qui, au cours des siècles, a suscité une telle crainte que même sa mort ne suffisait pas à apaiser l'effroi des populations? Si vous pensez aux sorciers, sorcières et autres vampires, vous avez tout à fait raison. Une petite parenthèse s'impose. Lorsque l'on ne peut pas dominer quelqu'un physiquement, on peut tenter de le faire par des moyens surnaturels. Du moins, c'était une croyance répandue au XVIIe siècle.
Outre la faucille et le cadenas, des indices témoignent d'une tentative visant à retourner le cadavre face contre terre. Cet effort a échoué, laissant la colonne vertébrale de la défunte tordue et déformée. En passant, le cadenas n'avait pas nécessairement pour but d'enfermer un vampire, mais était vraisemblablement utilisé comme talisman pour repousser les esprits malveillants. Voilà une manière singulièrement cruelle d'inhumer une personne. Pourtant, ce procédé était courant pour aménager des sépultures dites anti-vampires. Les techniques employées pour empêcher la résurrection de ces créatures étaient particulièrement sophistiquées. Permettez-nous d'introduire un concept, les tombes anti-vampires, également appelées tombes de revenants, datent de plusieurs millénaires et ont été mises au jour en divers lieux à travers l'Europe. L'Europe, vous avez bien entendu. Avant de vous dire « Mais les vampires, c'est une spécialité roumaine, Dracula et compagnie », Zrenia, laissez-nous vous démontrer le contraire. Ces créatures appartiennent à l'ensemble du folklore européen, ce qui signifie qu'on en trouve des traces dans toute l'Europe. Avec l'établissement de nouvelles colonies en Amérique, les récits de vampires s'y sont également propagés, évoluant jusqu'à finalement donner naissance à la saga Twilight. Ces sépultures dites anti-vampires se distinguent par les précautions visibles prises pour empêcher les défunts de revenir d'entre les morts. On pouvait par exemple placer de lourdes pierres sur les jambes du défunt ou transpercer son corps avec une lance pour l'ancrer au sol. Pour plus de sûreté, on envisageait parfois de séparer la tête du reste du corps. Ainsi, enterrer un corps face contre terre, lui couper la tête ou le maintenir sous une pierre étaient des pratiques courantes pour empêcher une personne perçue comme possédée de quitter sa tombe. Revenons à cette malheureuse jeune femme. Deux archéologues, Dariusz Poliński et Magda Zagrodzka, partenaires en sciences comme dans la vie, ont découvert sa tombe par hasard. Curieusement, ces 200 ciseaux étaient restés intacts. Pourtant, aucune pierre tombale, aucun nom, absolument rien n'indiquait son identité, seulement une tombe isolée sur une colline du nord de la Pologne. Poliński, professeur d'archéologie, et Zagrodzka se sont attelés à reconstituer l'histoire de cette jeune femme qu'ils ont décidé de nommer Zosia. Une datation au carbone a révélé qu'elle avait environ 18 ans lorsqu'elle est décédée, il y a environ 350 ans, à une époque de troubles en Pologne. Peu de documents existent sur ce cimetière, qui semble avoir servi de dernier refuge à des individus vivant en marge de la société. Zosia était-elle une jeune fille pauvre, rejetée par ses pères en raison de circonstances cruelles? Pas exactement. En approfondissant leurs recherches, les archéologues ont découvert des indices suggérant qu'elle appartenait à une famille aisée. Sa sépulture renfermait une coiffe sophistiquée et la soie fine, ainsi que les fils d'argent et d'or qui l'ornaient, laissaient entendre qu'il s'agissait d'un couvre-chef raffiné. Ces éléments indiquent qu'elle jouissait d'un certain statut ou d'une position privilégiée. La façon dont elle a été enterrée reflétait clairement son statut de marginal au sein du village de Piègne. Sa présence y était peut-être indésirable, ce qui expliquerait l'accusation de vampirisme, renforcée par la manière brutale dont elle a été forcée dans sa tombe et maintenue captive. En étudiant la structure de son crâne et en extrayant l'ADN de ses ossements, les scientifiques ont pu reconstituer une image possible de son visage. Les spécialistes ont patiemment sculpté l'effigie de Zosia en utilisant de l'argile sur un modèle imprimé en 3D de son crâne, une démarche qui s'est avérée profondément émouvante. Ils ont souligné que, bien qu'ils réalisent souvent des reconstructions faciales, ils visaient ici également à lui rendre une part de dignité. Grâce à ces trois techniques, analyse ADN, impression 3D et modelage à l'argile, l'équipe a redonné un visage à Zosia, disparue depuis 4 siècles, mettant ainsi en lumière l'histoire humaine cachée derrière ses croyances surnaturelles. Ironique, n'est-ce pas? D'abord, tout avait été fait pour effacer son visage du souvenir collectif et l'empêcher de revenir un jour. 400 ans plus tard, on s'est employé à la ramener à la vie. Aujourd'hui, son portrait se trouve partout sur Internet. Mais les visages de ceux qui l'ont enterré resteront pour toujours inconnus. Hélas, ce projet de reconstruction ne permet qu'un lien visuel avec Zosia, tandis que son véritable récit demeure un mystère. Ce que nous savons, en revanche, c'est que les individus perçus comme étant des vampires faisaient l'objet de terribles discriminations. Une rumeur prétendait même que ces créatures affamées enlevèrent des humains pour étancher leur soif. Mais examinons cette idée sous un angle mathématique pour démontrer l'absurdité de cette légende et prouver que Zosia n'en faisait pas partie. En 1600, la population mondiale ne comptait que 537 millions de personnes. Bien sûr, ces chiffres ne sont pas tout à fait précis,
mais ils sont proches de la réalité. Le physicien Kostas Eftimiou a calculé que si un vampire mordait une personne chaque mois, l'humanité aurait disparu en quelques années. Avec une population de départ de 537 millions en 1600 et un seul vampire, ces calculs indiquent qu'il ne resterait plus un seul humain dès juillet 1602. Et pourtant, nous sommes bien là aujourd'hui. Placer une pierre sur un cadavre pour empêcher un vampire de se relever est peut-être une pratique qui vous surprend. Mais il existe aussi de nombreux stéréotypes sur ces créatures que vous connaissez certainement, comme l'utilisation de l'ail ou l'absence de reflets dans les miroirs. Curieusement, bien que ces superstitions reposent sur des croyances infondées, il existe une explication logique à l'association des vampires avec l'ail. Ce dernier contient un composé, la lysine, qui est un puissant antibiotique. Même si les gens de l'époque ignoraient ce qu'était un antibiotique, ils avaient remarqué que l'ail était efficace contre diverses maladies. Ils pensaient également que les vampires naissaient d'un trouble sanguin spécifique, ce qui les amenait à croire que l'ail pouvait les neutraliser. Par ailleurs, il existe réellement une affection sanguine appelée porphyrie, qui donne à ceux qui en souffrent une apparence évoquant celle des vampires. Leur peau est pâle et leurs dents paraissent plus grandes à mesure que leurs gencives se rétractent. De plus, les personnes atteintes de porphyrie ne peuvent pas consommer d'ail, car cela aggrave leur état. Quelle coïncidence fascinante! Une autre superstition, plus récente, concerne l'aversion des vampires pour les miroirs. La première mention connue de cette idée apparaît dans le roman Dracula, publié en 1897. Mais pourquoi un vampire n'aurait-il pas de reflet? C'est assez simple. Avant l'ère du plastique, les miroirs étaient recouverts d'argent, un matériau associé au rejet des forces du mal. L'argent était souvent perçu comme un répulsif contre les esprits malveillants, peut-être à cause de ses propriétés antimicrobiennes. Comme pour l'ail, ses qualités curatives auraient pu inspirer l'idée qu'il effrayait les vampires. Une autre explication possible de cette superstition est que des affections telles que la porphyrie ou la rage, souvent confondues avec le vampirisme, altéraient l'apparence des malades. Ces derniers évitèrent peut-être de se regarder dans un miroir à cause de ces changements, ce qui a pu nourrir l'idée que les vampires fuyaient leur propre reflet. Et si jamais vous croisez un vampire que ces méthodes ne dissuadent pas, voici une astuce supplémentaire. Demandez-lui de compter. Cela peut être des grains de riz, des haricots ou même les mailles d'un filet de pêche, si vous en avez un sous la main. Les vampires, paraît-il, sont obsédés par les chiffres, ce qui les détournera de leur objectif jusqu'au lever du soleil. Et on sait bien que les vampires n'apprécient guère la lumière du jour. Ironiquement, de toutes les marionnettes du 1 rue Sésame, c'est le conte vampire qui nous apprend à compter. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux, à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967,
À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques. La conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Il modelait ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon ? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui, et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti. L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon, mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon. Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Haï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon.
Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes. La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Aï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Aï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Aï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degré de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au XIXe siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi », et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991.
Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait. L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes, dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui ?
Sous le soleil brûlant, parmi les dunes de sable, quelque part dans le désert du Sahara, tu marches à la recherche d'un trésor ancien. Finalement, tu trouves un étrange rocher dans le sable. Il est grand, ressemble à un gros morceau de charbon ou de roche noire, mais quelque chose de brillant à sa surface rend la roche inhabituelle. Cette trouvaille unique est la chose la plus ancienne qui ait jamais été découverte sur notre planète. Cette roche est née bien avant que la Terre n'apparaisse dans l'espace. La météorite inhabituelle a été trouvée en 2020 dans une zone reculée du désert du Sahara. Les scientifiques ont analysé les isotopes de magnésium et d'aluminium à la surface de la pierre et ont découvert que son âge est d'environ 4,5 milliards d'années. Pour l'instant, il s'agit du plus ancien échantillon de magma provenant de l'espace de l'histoire. Il appartient à une petite protoplanète qui n'a pas eu le temps de se former complètement. Cela s'est passé il y a très longtemps, lorsque notre système solaire se formait. De nombreux astéroïdes gigantesques flottaient alors dans l'espace. Certains d'entre eux se sont transformés en énormes corps célestes qui sont ensuite devenus des planètes. Les grosses planètes rocheuses ont absorbé les plus petites. La roche faisait partie d'une petite protoplanète qui venait de commencer sa formation. Mais un autre astéroïde monstrueux l'a détruite. La planète s'est brisée en milliards de morceaux. Certains d'entre eux sont devenus des parties d'autres planètes. D'autres se sont envolés en dehors du système solaire. Et un morceau a erré dans l'espace jusqu'à la formation de notre Terre. Après cela, il a heurté l'atmosphère de la planète et est tombé dans le territoire aujourd'hui connu sous le nom de désert du Sahara. La roche a été découverte en 2020, mais l'érosion des roches extraterrestres montre qu'elle aurait pu tomber bien plus tôt. Cette chose ancienne, pesant environ 30 kg, a plusieurs morceaux de différentes météorites à l'intérieur. En termes simples, c'est une roche volcanique composée de lave. Elle a refroidi, s'est solidifiée et s'est cristallisée. C'est pourquoi on peut y remarquer la présence de paillettes. Les scientifiques espèrent qu'une étude plus poussée de la roche permettra d'en apprendre davantage sur la fondation de notre système solaire. Le plus gros astéroïde découvert aux États-Unis est Willamette. Sa taille est de 7,8 mètres carrés et son poids est de plus de 15 tonnes, soit la moitié du poids d'un bus. Plusieurs personnes peuvent tenir sur l'espace de cet objet de l'espace. Mais le plus intéressant, c'est que ce n'est pas une roche comme la plupart des météorites qui ont été trouvées. Willamette est composé de nickel et de fer. Ce morceau de métal massif a été découvert en 1906. Aujourd'hui, l'énorme roche est conservée au Musée américain d'histoire naturelle. La plus grande météorite jamais trouvée s'appelle Oba. Elle est située en Namibie et n'a jamais été déplacée car elle est trop lourde. Le poids de Oba est de 60 tonnes, soit plus qu'un tank. Un événement spatial s'est produit le 28 février dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ce jour-là, un énorme flash a illuminé le ciel. Puis, il y a eu un grand fracas. Plusieurs habitants ont ouvert la porte de leur maison et ont remarqué une tache noire de suie sur la pelouse. Ils ont immédiatement deviné ce qui s'était passé et ont signalé la trouvaille au réseau britannique d'observation des météorites. Si jamais tu trouves une météorite, signale-la le plus vite possible à un centre de recherche géologique ou spatial. Plus une roche spatiale reste longtemps sur le sol, plus elle perd rapidement de sa valeur. La pluie, la poussière, la neige, le vent, le soleil, tous ces facteurs endommagent la surface de la météorite, ce qui rend ensuite difficile l'étude de l'objet céleste. La météorite trouvée en Angleterre ressemble à du charbon, mais elle est beaucoup plus tendre et plus fragile. Elle contenait très probablement de l'eau gelée. La roche fait partie d'un énorme astéroïde qui a traversé l'espace lorsque notre système solaire n'était pas encore complètement formé. On a trouvé une combinaison unique de minéraux à l'intérieur de la roche, qui pourrait aider les scientifiques à en savoir plus sur les origines du système solaire et de la vie sur Terre. Rendons-nous maintenant en Allemagne, dans la petite ville de Nordlingen. Une énorme météorite ancienne est cachée ici. Il est très difficile de la remarquer, à moins de connaître le secret de cette ville. Tu te promènes dans ces jolies petites rues et tu admires les bâtiments à l'architecture magnifique. Tu y passes toute la journée et tu ne vois rien qui te fasse penser à une météorite. Pour résoudre ce mystère, tu dois quitter la ville. Tu montes alors sur une haute colline et tu vois que la ville est située dans une cuvette. Pendant longtemps, les habitants étaient persuadés que la ville était située dans le cratère d'un volcan éteint. Si tu regardes les maisons sous un certain angle, tu remarqueras peut-être un éclat inhabituel qui en émane. Au milieu du XXe siècle, un groupe de géologues est venu ici et a immédiatement déclaré que le cratère ne ressemblait pas à celui d'un volcan. Non, la ville a en fait été construite sur un énorme cratère laissé par une météorite. Le gigantesque corps céleste est tombé ici il y a environ 15 millions d'années.
Il était si chaud que les bulles de carbone à l'intérieur se sont instantanément transformées en petits diamants. Lorsque les gens ont construit la ville, ils ne savaient pas qu'ils utilisaient des pierres précieuses car les diamants étaient à peine visibles. Les habitants n'ont jamais attaché d'importance au fait que les murs de la ville brillaient de façon inhabituelle au soleil. Aujourd'hui, ils pensent que cet endroit a été construit à partir de diamants tombés du ciel. Notre prochain arrêt est à nouveau au Royaume-Uni. Cette fois, les rochers sont d'origine terrestre. Le célèbre site de Stonehenge. Les gens ont placé ici des cercles de pierre dans un certain ordre. Tout le monde connaît ce monument archéologique, mais personne ne sait avec certitude la raison de sa création. Une autre construction, construite à partir de roches mystérieuses, a été découverte à seulement 3 km de là. On l'a baptisé Superhenge. Il est plus grand, plus lourd et prend plus de place. Chaque plaque ici mesure 4,50 m, ce qui correspond à la hauteur de 2 étages. Autrefois, les pierres se tenaient verticalement et formaient un énorme demi-cercle. Mais quelqu'un a renversé les pierres il y a environ 4500 ans, si bien qu'on n'a pas pu les détecter pendant longtemps. Les scientifiques ne peuvent toujours pas résoudre le mystère de Superhenge, mais ils pensent que les pierres verticales faisaient partie d'un énorme monument. D'autres rochers étonnants se trouvent dans le sud du Costa Rica. Il y en a des grosses, de la taille d'un humain, et d'autres plus petites, de la taille d'une boule de bowling. Et elles ont toutes une forme parfaitement ronde. Ces sphères rocheuses géantes ont été créées par des humains. Il a fallu des années de polissage à l'aide d'outils en pierre pour obtenir cette forme ronde parfaite. Ces boules sont incroyablement lourdes, mais peuvent facilement rouler comme un ballon de basket. Toutes les roches sont d'un âge différent. Certaines d'entre elles ont été créées il y a environ 2500 ans. La plupart d'entre elles sont faites de magma volcanique fondu. À ce jour, les scientifiques ne savent pas dans quel but ces pierres étaient utilisées. Elles ont été trouvées dans différentes parties du Costa Rica, près des grandes villes. Il est possible que les anciennes civilisations les aient installées spécifiquement pour montrer la grandeur des rois locaux. De plus, de nombreux experts pensent que les pierres ont été utilisées comme outils pour étudier l'astronomie. Les personnes qui connaissaient l'utilité des roches ont disparu et l'histoire des pierres s'est perdue avec elles. Terminons notre voyage avec la découverte archéologique la plus étonnante de toutes. Tu te promènes dans le désert péruvien et tu grimpes sur une petite colline. Tu regardes en bas et tu remarques que la surface de la colline est couverte de lignes étranges. Tu t'éloignes et tu vois un énorme chat sur la colline. Un tel dessin s'appelle un géoglyphe. Sa longueur est d'environ 35 mètres, ce qui correspond à la moitié de la taille d'un avion de ligne Boeing. Les archéologues ont découvert le chat géant en 2020 et ont découvert qu'il avait été créé quelque part entre 200 et 100 avant notre ère. Ce dessin énorme fait partie d'un groupe mystérieux de différentes images. En plus du chat, il y a d'autres animaux, des plantes et des personnages fantastiques. Tous ont été trouvés dans le désert péruvien. Le chat a été trouvé par hasard. Les archéologues ne l'ont pas vu au début car l'érosion naturelle sur le flanc de la colline a presque effacé la silhouette. Un véhicule sous-marin télécommandé, l'Okeanos Explorer, a découvert cette mystérieuse sphère dorée dans le golfe d'Alaska, à environ 3000 mètres de profondeur. Personne ne peut identifier précisément cet objet. Il s'agit d'une étrange structure d'un peu plus de 10 cm de diamètre, solidement ancrée à une roche. Au toucher, elle est lisse et douce, évoquant la texture de la peau. Un trou est visible à sa surface, comme si quelque chose s'en était échappé. Mais de quoi pourrait-il s'agir ? Les plongeurs ont récupéré cette sphère énigmatique dans l'océan Pacifique et l'ont rapportée au laboratoire. Ils se sont sentis comme au début d'un film d'horreur, convaincus que s'ils touchaient cet objet, quelque chose allait leur bondir dessus. Cela aurait pu se produire s'ils l'avaient récupéré plus tôt. Le trou visible sur cet orbe suggère qu'un être vivant a tenté d'y entrer ou d'en sortir. C'est pour cette raison que les scientifiques émettent l'hypothèse qu'il s'agirait d'un œuf. Peut-être avons-nous découvert une nouvelle espèce, ou un stade de développement inconnu d'une espèce déjà répertoriée. Certaines créatures, comme les calmars, pondent effectivement leurs œufs au fond de l'océan. Si tel est le cas, ces animaux pourraient être d'une taille colossale, car cet œuf est particulièrement grand. Mais ce n'est peut-être pas un œuf. Ce pourrait tout aussi bien être une éponge. L'objet a été découvert entouré de coraux blancs, un environnement où les éponges vivent fréquemment. Quelques mois avant cette découverte, des scientifiques avaient déjà identifié plus de 5000 nouvelles espèces marines, dans une zone restreinte située entre Hawaï et le Mexique. Quant au golfe d'Alaska, il abrite 52 autres espèces, sans compter celles qu'il reste encore à découvrir.
Il est donc possible que ce soit simplement une éponge encore inconnue, ou même un corail, voire une toute autre créature. Ce que les scientifiques savent avec certitude, c'est que cet objet est un organisme vivant. Ils prévoient de le transférer dans un laboratoire plus avancé, afin de réaliser des tests ADN pour en apprendre davantage. Et ce n'est certainement pas la première découverte effrayante issue des profondeurs océaniques. En 2013, 2 locomotives rares ont été découvertes sous près de 27 mètres d'eau, au large des côtes du New Jersey. Les scientifiques estiment que ces locomotives ont été perdues dans les années 1850. Pour des machines immergées depuis plus de 160 ans, elles sont remarquablement bien conservées. Malgré les couches de rouille et les bigorneaux, leurs cheminées sont encore visibles. Elles reposent à la verticale, comme prêtes à entrer en gare à tout moment. L'origine de ces locomotives demeure un mystère. Aucun document historique ne mentionne leur construction ou leur disparition, rendant leur découverte d'autant plus énigmatique. Ces locomotives à vapeur, extrêmement rares, pèsent environ 15 tonnes chacune et reposent à 8 km de Long Branch. Ces modèles de moteurs étaient déjà obsolètes au moment de leur fabrication. Bien que petits et puissants, ils n'ont été produits que durant une courte période. Peut-être faisaient-elles route de Boston vers la région du Mid-Atlantique avant qu'une tempête ne survienne, les faisant soit tomber d'une barge, soit être larguées volontairement à la mer pour alléger le navire. Les scientifiques projettent de restaurer ces locomotives afin d'en apprendre davantage sur leur histoire. Et ce ne sont pas les seuls trésors que l'humanité ait abandonnés dans les profondeurs. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a localisé les moteurs F1 de la fusée d'Apollo 11 dans l'océan. Lors de la mission Apollo 11 en 1969, la fusée Saturn V s'est appuyée sur 5 moteurs F1 lors de sa première phase de lancement. Chacun de ces moteurs développait une poussée de 680 tonnes. Il consommait 2,7 tonnes de carburant par seconde, soit 1,5 million de fois plus qu'une voiture standard. Après quelques minutes de fonctionnement, les moteurs se sont détachés et ont plongé dans l'océan Atlantique. Inspiré par cette histoire, Jeff Bezos s'est lancé à la recherche de ces moteurs il y a environ 1 an. L'équipe a utilisé un sonar de haute technologie pour explorer les fonds marins et a fini par localiser les moteurs à plus de 4200 mètres de profondeur. Les scientifiques ignorent dans quel état se trouvent les moteurs. Après un impact brutal avec l'océan et plus de 40 ans passés dans l'eau salée, leur condition est incertaine. Cependant, construits avec des matériaux extrêmement résistants, ils espèrent encore pouvoir les étudier. Bezos aimerait idéalement les récupérer. Bien qu'ils appartiennent toujours à la NASA, il souhaiterait les voir exposés dans des musées tels que le Smithsonian ou le Museum of Flight de Seattle. Pouvez-vous imaginer découvrir la célèbre route de briques jaunes du magicien d'Oz au fond de l'océan? Cela ressemble à une route artificielle, mais étonnamment, c'est une formation volcanique naturelle. Des plongeurs explorèrent des monts sous-marins volcaniques à Hawaï et voulaient examiner une bifurcation dans la chaîne de ces montagnes océaniques. En retransmettant leur expédition en direct, ils sont tombés sur un spectacle fascinant. Des fissures sur le fond marin qui formaient un motif évoquant une route pavée. Avec l'aide d'un bras robotisé, ils ont collecté des échantillons de roches. Ces roches étaient constituées de blocs rectangulaires, bien délimités par des lignes droites et des angles droits. Certains ont plaisanté en disant que cela pourrait être la route menant à l'Atlantide, tandis que d'autres ont évoqué la route de briques jaunes, donnant ainsi son nom à la découverte. Cependant, après une étude plus approfondie, les scientifiques ont déterminé que ce lit de lac asséché avait été façonné par d'anciennes éruptions volcaniques particulièrement intenses. Il s'agit en réalité de hyaloclastites fracturées. Sous l'effet des cycles de réchauffement et de refroidissement causés par les éruptions, ces volcans ont créé ce motif pavé unique. Le 20 juin 2011, l'équipe de plongée Oceanics a fait une découverte des plus étranges. Alors qu'elle cherchait des trésors dans le nord de la mer Baltique, dans le golfe de Botnie, elle est tombée sur une anomalie. Surnommée l'anomalie de la mer Baltique, cette formation paraît aussi bizarre qu'artificielle. Elle mesure près de 60 mètres de large et ressemble à un champignon s'élevant entre 3 et 4 mètres du fond marin. Sa forme discoïde est impressionnante, couvrant une surface équivalente à 2 terrains de football. Sa partie principale est marquée par des bords rectilignes et des structures ressemblant à des boîtes.
Sa surface supérieure présente des fissures remplies d'un matériau noir inconnu, mais étonnamment, cet objet n'est pas composé de métal. L'objet repose à environ 90 mètres de profondeur dans les eaux du Golfe, et le grand mystère reste de comprendre pourquoi il se trouve à cet endroit. Cette découverte a véritablement créé l'effervescence dans les médias. Certains ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau extraterrestre immergé, des ruines de l'Atlantide, ou encore d'un portail vers un autre monde. Ces hypothèses ont gagné en crédibilité lorsque des plateformes étranges, ressemblant à des pavés, ont été découvertes autour de l'objet, donnant l'impression d'un escalier. De plus, les explorateurs ont rapporté que leurs équipements électriques, tels que les sonars et les téléphones satellitaires, cessaient de fonctionner à proximité de cette structure. Et ces témoignages ne sont pas isolés. Des chercheurs issus de différents instituts ont confirmé ces anomalies. Cependant, la majorité des scientifiques pensent qu'il s'agit probablement d'une formation géologique naturelle, malgré son apparence inhabituelle. Ils peinent cependant à expliquer précisément de quoi il s'agit. Plusieurs théories ont été avancées. Une formation liée à la culture humaine, un dépôt datant de l'âge de glace, le résultat d'une activité volcanique, etc. Il est même possible que ce soit les restes d'un astéroïde ayant frappé le fond de l'océan il y a des millénaires. Pourtant, aucune de ces théories n'explique les dysfonctionnements électroniques observés à proximité de l'anomalie. Peut-être la vérité sera-t-elle révélée un jour. Mais qu'en est-il des technologies héritées d'époques encore plus reculées? Ce dispositif étrange est souvent considéré comme le premier ordinateur analogique connu. On l'appelle le mécanisme d'Anticythère. On a découvert ce mécanisme en 1901 près de l'île grecque du même nom, et il pourrait dater de 87 avant notre ère. On l'a retrouvé dans l'épave d'un navire, et malgré son âge, il était en excellent état. Ce mécanisme était d'une complexité remarquable, car des machines aussi sophistiquées n'ont pas refait surface avant le XIVe siècle. Il y avait également une masse mystérieuse parmi les découvertes. Lorsqu'on l'a fragmenté, on a trouvé des inscriptions à l'intérieur. À cause de la corrosion, elles étaient difficiles à lire, mais grâce aux rayons X, elles ont pu être déchiffrées. Il s'agissait d'instructions expliquant exactement comment utiliser le mécanisme. Un véritable trésor pour les archéologues. Il s'est donc avéré que cet appareil servait à prédire les positions astronomiques et les éclipses plusieurs décennies à l'avance. Les savants de l'époque utilisaient cet ordinateur pour suivre le cycle quadriennal des anciens Jeux olympiques. Le mécanisme comportait une structure complexe de 37 engrenages en bronze, lesquels suivaient les mouvements des objets célestes. Mais au moins ici, nous savons que ce dispositif a bien été fabriqué par l'homme, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu des balles de cricket âgées de 3 milliards d'années? Les sphères de Klerksdorp, découvertes dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ont secoué la communauté scientifique. Elles ressemblent en effet à de petites balles de cricket anciennes, avec des lignes similaires à des coutures autour du milieu. Dans les années 80, certains ont prétendu que ces sphères avaient été fabriquées par une civilisation antédiluvienne dont nous ignorions tout. Un conservateur de musée a même raconté qu'elles tournaient d'elles-mêmes dans leurs vitrines. Et une émission de télévision a également invité un voyant qui affirmait que ces sphères étaient les fragments d'un ancien vaisseau spatial. Mais selon les géologues, ces sphères sont en fait des concrétions assez courantes, ou des objets sphériques formés à partir de minéraux différents de ceux de la roche environnante. Ces lignes semblables à des coutures ne sont que les empreintes des couches de la roche d'origine accumulées au fil du temps. Les sphères de Klerksdorp présentent différentes formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques distincts. Concernant l'épisode où l'une de ces sphères aurait tourné d'elle-même, le conservateur du musée de Klerksdorp a également apporté une clarification. Il a expliqué que lorsqu'il avait placé l'une des sphères en vitrine lors de la visite d'un journaliste, cette dernière avait légèrement pivoté en raison de sa forme. De plus, la région où se trouve le musée subit fréquemment des secousses dues aux activités minières à proximité. Les empreintes de pas humanoïdes les plus anciennes pourraient n'en pas dater de 6 millions d'années. Elles ont été découvertes sur l'île de Crète en 2002. Si cette datation est correcte, cela signifierait que les ancêtres des premiers humains auraient pu migrer entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus tôt que nous ne le pensions auparavant. Cela ne remet pas en cause l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, mais pourrait simplement prouver que nos ancêtres primitifs se déplaçaient déjà entre les continents. Certains chercheurs pensent que ces empreintes auraient été laissées par une créature bipède, possiblement liée à un ancêtre humain surnommé El Greco. D'après les scientifiques qui les ont étudiées, ces empreintes présentent une forme très similaire à celle de l'homme.
avec 5 orteils et un gros orteil parallèle. Toutefois, certains demeurent sceptiques et suggèrent que ces empreintes appartiendraient plutôt à un singe européen tardif. Une nouvelle étude a analysé des micro-organismes marins fossilisés dans les roches sédimentaires pour dater ces empreintes et confirmer qu'elles remontent effectivement à 6 millions d'années. La prochaine découverte fascinante qui captive les scientifiques est le pod de Dorchester. Ce récipient de métal, magnifiquement façonné, est orné de motifs géométriques élaborés en argent. Découvert à Dorchester, quelle surprise, en 1852, dans des circonstances plutôt inhabituelles, le pot s'est brisé en 2 morceaux lors d'une puissante explosion. Les scientifiques pensent qu'il était à l'origine encastré dans une roche ou un bloc connu sous le nom de poudingue. La roche d'où provient le pot de Dorchester date d'environ 500 millions d'années, ce qui pourrait indiquer que le pot lui-même est tout aussi ancien. Toutefois, la théorie actuelle, et bien moins excitante, suggère que le pot de Dorchester ne serait qu'un bougeoir de l'époque victorienne. Ces objets étaient très en vogue à l'époque. Il n'est donc guère surprenant de retrouver un article aussi sophistiqué de cette période. Le pot de Dorchester appartient à la catégorie des objets manufacturés incongrus. Ce sont des objets qui semblent bien trop avancés pour l'époque à laquelle ils sont censés appartenir. Si nous acceptons que le pot ait 500 millions d'années, cela signifie que son créateur était très en avance sur son temps en termes d'artisanat et de technologie. Un mystère supplémentaire est que le pot porte la gravure d'une plante probablement disparue de la Terre il y a plus de 100 000 ans, renforçant l'hypothèse de son incroyable ancienneté. Enfin, il semble que la plus ancienne carte d'Europe soit une pierre vieille de 4000 ans. Cette dalle de l'âge du bronze, découverte en France en 1900 dans un ancien cimetière, présente des gravures représentant en 3 dimensions le réseau du fleuve Odet, et ce avec une précision remarquable d'environ 80% sur une distance de 29 km. Il existe d'autres cartes gravées dans la pierre à travers le monde, mais celle-ci est unique, car elle représente une zone spécifique à l'échelle. Les gravures de la dalle ne cartographient pas seulement les rivières et les collines, mais aussi les peuplements, les tumulus et les systèmes agraires. Les archéologues affirment que cette dalle n'était pas utilisée pour se repérer, mais plutôt pour symboliser un certain pouvoir. Les marques détaillées qui s'y trouvent auraient pu servir à représenter le domaine de la tribu dominante afin d'illustrer son contrôle sur le territoire. Lorsque leur chef a perdu le pouvoir, cette dalle a probablement été réutilisée comme partie d'une chambre funéraire. Cet artefact unique était conservé dans la cave d'un musée et pendant des décennies, il est resté inaperçu jusqu'à ce que plusieurs chercheurs, en lisant d'anciens rapports à son sujet, décident de l'examiner. Ils ont mené une analyse détaillée en utilisant des techniques 3D. Leurs recherches ont ainsi prouvé que les créateurs de cette dalle avaient non seulement gravé des lignes dans la roche, mais aussi modifié sa surface pour refléter avec une grande précision la topographie du paysage. Le cube de Salzbourg, également connu sous le nom de fer de Wolfsegg, a été découvert à la fin du XIXe siècle en Autriche. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car il ne ressemble pas du tout à un cube. C'est plutôt un objet arrondi avec 2 côtés plats. Au milieu se trouve une rainure, et sa surface est couverte de fossettes et de cratères. Cette apparence unique a conduit beaucoup de monde à penser qu'il pourrait s'agir d'un objet extraterrestre. Des ouvriers ont accidentellement découvert cet artefact en faisant éclater une veine de charbon estimée à plus de 60 millions d'années. Le cube de Salzbourg a été déplacé entre différents musées, a mystérieusement disparu au début du XXe siècle, puis a finalement réapparu. Un professeur de l'université de Bonn a suggéré qu'il pourrait provenir d'une météorite. Cependant, aucune trace d'éléments normalement présents dans les météorites, comme le cobalt ou le nickel, n'a été trouvée. Les chercheurs ont ensuite pensé qu'il pouvait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme, un bougeoir de l'époque victorienne, qui sait. Personne ne connaît la véritable histoire de ce cube, pas plus que son emplacement actuel. Eh oui, il a de nouveau disparu. Avez-vous entendu parler de l'empreinte de Meister ? Il s'agit d'une empreinte de sandales fossilisées découverte en 1968 qui a suscité énormément d'intrigues. Un trilobite se trouve à l'intérieur de l'empreinte. Or, ces créatures sont censées avoir disparu environ 500 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cependant, de nombreux historiens pensent que cette datation est exagérée. Lorsque Meister a découvert le fossile, celui-ci a été authentifié. Toutefois, le scientifique qui a procédé à cette authentification n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'une empreinte de sandales humaines.
il a seulement reconnu la présence d'un trilobite. Un autre scientifique, en visitant le site, a découvert une empreinte de 15 cm qu'il pensait être celle d'un mocassin d'enfant, bien que ses chaussures aient semblé neuves. Alors, pourrait-il s'agir d'une trace de voyage temporel, d'un signe que les humains existaient des millions d'années plus tôt que nous ne le pensions, ou d'une preuve que quelqu'un d'autre a visité notre Terre primitive? Ou peut-être est-ce simplement une formation rocheuse qui ressemble à une trace de sandales? Toutes ces questions demeurent sans réponse. En juin 1936, un couple se promenait le long de Red Creek à London, au Texas, lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un morceau de bois émergeant d'une ancienne formation rocheuse. Environ 10 ans plus tard, leur fils curieux décida de briser la roche pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Il découvrit alors un marteau qui semblait étonnamment moderne. Par la suite, un passionné d'objets insolites estima que la roche enveloppant le marteau datait de la période du Crétacé. Cela signifierait que quelqu'un aurait laissé tomber un marteau du 19e siècle à une époque où des dinosaures comme le Triceratops étaient encore présents sur Terre. Si ce marteau datait réellement du Crétacé, cela remettrait en cause toute la théorie de l'évolution. Mais si ce marteau était moderne, cela signifierait que la formation rocheuse d'où il provenait était beaucoup plus récente que nous ne le pensions. La réponse était en réalité bien plus simple. Le marteau était effectivement moderne, et des processus géologiques l'avaient emprisonné dans la roche. Les minéraux peuvent se solidifier autour d'un objet en relativement peu de temps. Ainsi, ce marteau avait probablement été perdu par un mineur environ un siècle plus tôt, et la roche s'était formée autour de lui par la suite. Et non, ce n'était pas non plus un bougeoir de l'ère victorienne. Vous êtes bien plus néandertalien que vous ne le pensez, du moins en ce qui concerne votre ADN. Ces anciens hominidés étaient plus trapus et plus robustes que les humains d'aujourd'hui. Ils fabriquaient des outils en pierre, maîtrisaient le feu, portèrent des vêtements et pratiquaient certains rituels spécifiques. La théorie officielle voudrait qu'ils se soient éteints il y a 40 000 ans. Toutefois, une nouvelle étude suggère qu'il est probable que les néandertaliens ne se soient jamais complètement éteints, mais aient plutôt fusionné avec les humains modernes. Il semblerait que chaque être humain actuel possède environ 3% du génome néandertalien dans son ADN. Si cela est avéré, cela indiquerait que les néandertaliens étaient bien plus liés à nos ancêtres que nous ne le pensions, partageant avec eux une longue histoire de cohabitation. Les néandertaliens étaient des proches parents des humains modernes, mais nos lignées se sont séparées il y a environ un demi-million d'années. Il y a plus de 10 ans, les scientifiques ont découvert que les néandertaliens formaient des familles avec les premiers humains ayant quitté l'Afrique. En conséquence, les populations vivant aujourd'hui en dehors de l'Afrique possèdent environ 1 à 2% d'ADN néandertalien dans leur patrimoine génétique. À ce jour, nous disposons de seulement 3 exemples vraiment concluants de code génétique complet provenant de ces anciens hominidés. Le premier provient d'os découverts dans une grotte en Croatie, datant de 50 à 65 000 ans. Les 2 autres exemples, âgés d'environ 80 000 et 50 000 ans, ont été retrouvés dans 2 grottes situées en Eurasie. Les scientifiques ne sont pas encore certains de la manière dont l'ADN des humains modernes s'est introduit dans l'alphabet génétique des néandertaliens, en raison du manque de matériel à étudier. Cependant, en comparant l'ADN de 3 néandertaliens avec celui de 2000 humains modernes, ils ont découvert que cet ADN pourrait contenir jusqu'à 3,7% de code génétique humain. Cela signifierait que dans l'ancienne population néandertalienne, environ 1 parent sur 30 était un Homo sapiens. Les chercheurs ont découvert que l'ADN des humains modernes s'était intégré au patrimoine génétique néandertalien lors d'au moins 2 périodes distinctes de métissage entre les 2 espèces. La première aurait eu lieu il y a 200 000 à 250 000 ans, et la seconde, il y a environ 100 000 à 120 000 ans. Il est possible que d'autres périodes de mélange aient existé, mais elles ne sont pas observables dans les séquences d'ADN dont nous disposons aujourd'hui. Une autre étude récente, qui ne fait pas encore l'unanimité au sein de la communauté scientifique, suggère que la majorité de l'ADN néandertalien présent chez les humains modernes proviendrait d'une seule grande période de métissage, survenue il y a environ 47 000 ans, et qui aurait duré près de 6800 ans. Des crânes datant de presque 100 000 ans ont été découverts dans 2 grottes au Moyen-Orient. Ces crânes, qui semblent appartenir à certains des premiers hommes modernes, présentent des caractéristiques comme des arcades sourcilières plus proéminentes, suggérant la présence d'ADN néandertalien. Cela pourrait s'expliquer par un flux génétique des néandertaliens qui s'inscrirait dans la période de métissage évoquée.
L'étude s'est également penchée sur les divergences génétiques entre les 3 génomes néandertaliens disponibles, révélant que leur population était encore plus réduite qu'on ne le croyait auparavant. Ce constat pourrait constituer une nouvelle preuve que les néandertaliens n'ont pas simplement disparu, mais qu'ils se sont en réalité fondus dans le patrimoine génétique des humains modernes. De nombreux groupes d'Homo sapiens ont quitté l'Afrique et se sont emmêlés avec les néandertaliens que ces derniers n'ont pu demeurer à part. À l'avenir, les chercheurs ambitionnent d'explorer l'impact de l'ADN des humains modernes sur les néandertaliens, ce qui pourrait éclairer les conséquences, positives ou négatives, d'un tel métissage. Les néandertaliens ne sont pas nos seuls ancêtres éloignés. Autrefois, au moins 9 espèces humaines peuplaient notre planète. L'une d'elles, Homo habilis, surnommé l'homme habile, doit ce nom à la découverte d'outils en pierre parmi ses restes. Cet hominidé a vécu en Afrique orientale et australe, il y a 2,4 à 1,4 millions d'années. Homo habilis se distinguait par un cerveau légèrement plus volumineux que celui de ses prédécesseurs et un visage rappelant celui des grands singes. L'Homo habilis mesurait environ 1,20 m et avait une alimentation variée. Pendant longtemps, les scientifiques l'ont considéré comme le plus ancien membre de la lignée humaine. Cependant, de nouvelles méthodes de datation ont révélé que l'Homo erectus, un autre hominidé, pourrait être plus ancien et ne pas être directement apparenté à l'Homo habilis. Homo naledi, découvert en 2013 dans une grotte en Afrique du Sud, est un membre encore plus énigmatique de notre famille humaine. C'est la seule région du monde où ces restes aient été retrouvés. Bien qu'ils se soient déplacés debout, mesurant environ 1,40 m pour un poids d'environ 40 kg, ils étaient également adeptes de l'escalade. Leur cerveau était petit, et nous connaissons peu de choses sur leur mode de vie, car aucun outil en pierre ou autre élément culturel n'a été découvert. Toutefois, certains scientifiques émettent l'hypothèse qu'ils pourraient avoir enterré leurs morts et pratiqué l'art rupestre. En 2010, des fossiles ont été mis au jour dans une grotte de Sibérie, mais leur appartenance à une espèce précise restait incertaine. Ces fossiles sont ceux des Denisoviens, un groupe ayant vécu entre 1904 000 et 50 000 ans avant notre ère. Bien que peu de fossiles de Denisoviens aient été découverts, les analyses ADN ont révélé qu'ils étaient étroitement liés aux Néandertaliens et aux humains modernes. Ils ont même formé des familles avec les premiers humains, notamment en Asie du Sud-Est. Faute de fossiles suffisants, les Denisoviens n'ont pas reçu de nom d'espèces distinctes, mais leurs gènes se retrouvent dans l'ADN des humains actuels, suggérant qu'ils pourraient appartenir à notre propre espèce. À mesure que les chercheurs approfondissent leurs études sur les Denisoviens et les fossiles découverts en Asie, notre compréhension des différentes espèces humaines et de leur place dans notre arbre généalogique pourrait s'affiner. En 2003, des fossiles d'une espèce humaine de très petite taille ont été mis au jour dans une grotte sur l'île de Flores, en Indonésie. Ces individus, appartenant à l'espèce Homo floresiensis, ont vécu de 100 à 5000 ans avant notre ère. Ils ne mesuraient qu'environ 1 mètre de hauteur. Les scientifiques pensent qu'ils descendent probablement de l'Homo erectus et qu'ils auraient rétréci au fil du temps, en raison des ressources alimentaires limitées sur cette île isolée. En raison de leur petite stature, ils sont parfois surnommés les hobbits. Il y a environ 4000 ans, les Homo sapiens, c'est-à-dire nous, étaient les derniers représentants d'une lignée diversifiée d'espèces humaines capables de se mouvoir sur 2 jambes. La question se pose alors, que sont devenues les autres espèces? Et avons-nous joué un rôle dans leur disparition? Certains experts suggèrent que notre survie serait due à la longévité accrue de notre progéniture ou à notre meilleure capacité à nous adapter aux changements climatiques. D'autres pensent que nous avons peut-être concurrencé ces autres espèces humaines, voire fusionné avec elles en partageant nos gènes. Les premiers Homo sapiens, qui sont apparus en Afrique il y a environ 3000 ans, ne nous ressemblaient pas exactement, mais ils étaient bien plus proches de notre aspect que les autres hominidés. Ils avaient des crânes hauts et arrondis avec des fronts presque verticaux. Contrairement aux Néandertaliens, ils ne possédaient ni les épais sourcils ni les mâchoires saillantes présentes chez l'Homo naledi. Fait intéressant, ils avaient également un menton, une caractéristique unique parmi les premiers humains, bien que sa fonction reste un mystère. Les Homo sapiens vivaient en groupes plus importants et possédaient une diversité génétique plus grande que les autres hominidés. Cette organisation sociale étendue offrait de nombreux avantages, non seulement pour la santé, mais aussi pour la survie. Les vastes réseaux entretenus à travers diverses régions agissaient ainsi comme un filet de sécurité. En cas de pénurie,
Ils pouvaient se tourner vers d'autres groupes et ces derniers leur portaient assistance, car ils n'étaient pas considérés comme des rivaux, mais comme une seule et même famille. Ces réseaux étendus facilitaient également la diffusion d'idées et d'inventions nouvelles. Une simulation de grande ampleur a révélé que les espèces humaines ultérieures ont pu coloniser divers environnements grâce à ces vastes réseaux et à leur remarquable capacité d'adaptation. Bien que les Néandertaliens fussent très intelligents, les Homo sapiens disposaient peut-être d'un subtil avantage intellectuel. Des inventions modestes, telles que le tissage et les aiguilles à coudre, pourraient nous avoir accordé un avantage décisif. Les scientifiques ont découvert des traces de tissage datant de 35 000 ans et des aiguilles à coudre remontant à 3 000 ans. Le tissage permettait de fabriquer des paniers et des filets pour attraper la nourriture, tandis que les aiguilles à coudre permettaient de confectionner des vêtements et des abris plus efficaces, assurant ainsi chaleur et protection, deux éléments cruciaux pour la survie. Le 10 janvier 1992, un énorme cargo naviguait quelque part au milieu de l'océan Pacifique. Il a été pris dans une forte tempête, avec des vagues qui passaient par-dessus le pont, et certains de ses conteneurs sont tombés à l'eau. L'un d'eux s'est ouvert et a libéré quelques 29 000 jouets en caoutchouc. Il s'agissait de canards jaunes, de grenouilles et de tortues bleues. À partir de ce moment, un voyage de près de 32 000 km à travers les océans du monde a commencé pour eux. Cet immense groupe de jouets a survécu à des années de tempêtes, d'eau salée, de rencontres variées avec des animaux marins et d'innombrables jours sous le soleil brûlant. Les canards se sont même aventurés dans les eaux glacées de l'Arctique et ont vogué à l'endroit où le Titanic a coulé. Certains de ces jouets se sont échoués à Hawaï et d'autres sur les côtes anglaises. De nombreux spécialistes ont observé leur voyage durant tout ce temps. Les océanologues ont pu étudier les courants océaniques à l'aide de ce troupeau migrateur de canards en caoutchouc. Des gens ont écrit des livres sur ces canards. Chaque jouet était comme un petit trésor et plusieurs personnes ont réussi à en trouver un. Une grenouille s'est échouée sur la côte de l'Angleterre et d'autres jouets ont été retrouvés dans l'océan. Des gens les recherchent et les vendent pour des milliers d'euros. Aujourd'hui encore, certains de ces vagabonds flottent toujours quelque part dans la nature. Et un jour, toi aussi, tu en trouveras peut-être un. J'ai le mien sous clé. Tu sais ce qu'est une ammonite ? C'est une sorte de gros coquillage ancien avec une spirale sur le dos. La côte de l'État de Washington cache de nombreux fossiles de ces animaux. Un jour, un groupe de scientifiques s'est rendu sur place pour observer les témoins de la préhistoire. Mais à la place, ils ont découvert un os massif d'un dinosaure inconnu. Le problème était que le fossile était coincé dans une roche côtière. Les paléontologues ont apporté une scie à pierre pour récupérer la trouvaille. Ils ont extrait l'os et ont découvert qu'il appartenait à un animal qui vivait il y a 80 millions d'années. C'était un théropode, un dinosaure prédateur qui se déplaçait sur deux pattes. Les T-Rex et les Vélociraptors appartenaient aussi à cette espèce. On ne sait pas exactement à qui était cet os. Mais les chercheurs affirment que les descendants de ces dinosaures sont nos oiseaux modernes. En 2008, sur le rivage de Brighton Beach, des gens ont découvert ce qui est probablement l'une des choses les plus insolites qui se soit jamais échouée sur le rivage. Il s'agissait d'un grand bonhomme Lego entier de 2,50 m. On ne sait pas combien de temps il est resté dans l'océan et comment il a atterri là. La découverte a attiré l'attention des habitants et de l'administration du district. Mais le bonhomme avait l'air si bien sur la plage que les autorités ont décidé de le laisser là. Personne ne connaît la véritable histoire de ce jouet géant. Certains disent que le Lego est arrivé du Danemark depuis le parc à thème Legoland qui s'y trouve. D'autres sont persuadés qu'il est tombé d'un navire de passage, comme nos canards en caoutchouc. Mais bien sûr, il y a une forte probabilité pour que tout cela fasse partie d'une campagne marketing. Et même si ce n'est pas le cas, ce fut une super pub pour Lego. En 2010, les habitants ont trouvé un arbre géant échoué sur la plage de La Pouche, dans l'État de Washington. Plusieurs personnes pouvaient tenir à l'intérieur de son tronc. Il y avait assez de place pour y glisser un lit, une table, une télévision et même organiser une petite fête. Et la hauteur de l'arbre lui-même atteignait environ 60 mètres, soit presque la taille d'un avion de ligne Boeing. Il y avait beaucoup d'arbres abandonnés sur le rivage ce jour-là, mais ce géant sortait clairement du lot. Les marées hautes et les vents violents l'avaient certainement charrié sur le rivage. Des tempêtes se produisent souvent dans cette région, et les rivières qui traversent les forêts font tomber de grands arbres. De plus, près de la plage, il y a de hautes pentes avec des forêts tropicales. À marée haute, l'eau emporte les arbres et les ramène sur le rivage. Toutefois, dans le cas de notre arbre géant, on ne connaissait pas son espèce exacte. C'était un mélange entre un épicéa de Sitka, un cèdre rouge et un sapin Douglas.
En 2020, un calamar géant a été trouvé sur le rivage d'une plage d'Afrique du Sud. De telles découvertes sont rares, car les calamars géants vivent dans les eaux profondes et sombres. La créature marine échouée mesurait près de 4 mètres de long, soit davantage qu'une voiture classique. Certains de ces individus peuvent en outre atteindre la taille d'un bus. Il n'est donc pas surprenant que les marins aient autrefois donné à ces monstres le nom de kraken. Ils ont d'énormes tentacules, des bouches en forme de bec et les plus grands yeux du monde animal. L'un de ces yeux peut avoir la taille d'un ballon de football. En 2021, une famille a trouvé une vieille bouteille fermée sur une plage d'Hawaï. Et bien sûr, il y avait un message écrit 37 ans auparavant à l'intérieur. La lettre était écrite en anglais. Il s'est avéré que ce sont les élèves d'une école japonaise qui avaient écrit le message. En 1984, l'école a relâché environ 450 bouteilles dans l'océan pour étudier les courants marins. La lettre contenait une adresse avec une demande de restitution. À ce jour, environ 50 bouteilles ont été renvoyées à cette école japonaise. Mais ce message sur le rivage d'Hawaï est le premier depuis 2002. Imagine que tu te promènes sur le rivage et que tu vois soudain quelque chose d'étrange au loin. Cela ressemble à une étoile de mer géante avec de grands tentacules vert foncé. Le centre de cette étoile a une étrange lueur rouge. L'objet est entouré de rubans adhésifs et il y a des personnes en combinaison de protection autour. Cela s'est produit en mai 2022 sur la plage de Bondi en Australie. Ce jour-là, des journalistes et de nombreux touristes ont accouru sur le rivage pour découvrir que la créature inconnue n'était en réalité qu'une sculpture faite pour une publicité pour une célèbre série télévisée américaine. En Angleterre, un fossile vieux de 180 millions d'années a été trouvé sur la plage de Charmouth. Il s'agit de l'une des plus anciennes découvertes au monde. Et ce n'était pas seulement un os, mais le squelette presque entier d'un énorme lézard sous-marin, l'ichthyosaure. Appelons-le simplement Iki. La taille de ce fossile était de 12 mètres, soit pratiquement la longueur d'un petit bus. La tête du lézard à elle seule mesurait 2 mètres, soit la taille moyenne d'un basketteur professionnel. Iki n'était pas seulement l'un des plus vieux, mais aussi l'un des plus gigantesques squelettes anciens jamais découverts par l'homme. Il faut s'imaginer la façon dont il nageait dans les mers et les océans et terrifiait toutes les créatures marines il y a 180 millions d'années. Le 16 février 2020, des locaux ont trouvé un grand cargo coincé sur un rivage rocheux au large d'un village irlandais. Il était vieux, rouillé, avec des trous dans la coque et des parties pourries. La veille, il n'était pas là. Il n'y avait rien de précieux ou d'excitant à bord, juste quelques vieux barils de carburant. Les gens n'ont pas trouvé d'archives ou de journaux de bord. À qui appartenait le navire? Qui en était le capitaine? Où était l'équipage? Personne n'avait les réponses à ces questions. Bientôt, les médias se sont intéressés au navire, et quelqu'un a appelé les autorités et s'est présenté comme son propriétaire. Cet individu n'a fourni aucune preuve et a raccroché. Bien sûr, personne n'a récupéré le bateau, mais au bout d'un certain temps, les gens ont commencé à révéler l'histoire de ce mystérieux navire. Il s'appelait Alta. 5 mois avant son arrêt final sur la côte irlandaise, il avait été aperçu à des milliers de kilomètres de là, dans les eaux de l'océan Atlantique. Ce jour-là, le grand navire MS Protector naviguait dans les eaux calmes et a repéré l'Alta. L'équipage du MS Protector a essayé de le contacter, mais personne n'a répondu. Donc le navire était déjà vide à ce moment-là. C'était un bateau fantôme. On ne sait toujours pas comment il a pu parcourir une telle distance à travers l'Atlantique et s'échouer sur la côte irlandaise. Il est également remarquable que personne d'autre n'ait vu le navire pendant tout ce temps. Il a simplement navigué calmement sur d'énormes distances en survivant aux tempêtes. Mais des informations supplémentaires sont arrivées. L'Alta avait changé plusieurs fois de capitaine et de pavillon. Il était même utilisé par des contrebandiers à des fins illégales. Il a visité les côtes africaines et grecques. Un jour, plusieurs membres de l'équipage de l'Alta ont envoyé un signal de détresse. Il n'y avait plus de réserve de nourriture et d'eau. Une panne s'était produite dans le moteur. Ils ont été secourus, mais le bateau est resté errant dans l'océan et son propriétaire n'a jamais été retrouvé. Nous ne qualifierions pas cette île de mystique sans les récits décrivant les géants qui l'habitent. L'île de Gozo, située à Malte, sert de toile de fond à une légende ancienne. Malte, nation insulaire nichée dans la mer Méditerranée, au sud de l'Europe, occupe une position stratégique exceptionnelle. Au fil de son histoire, elle a été gouvernée par de nombreuses civilisations,
parmi lesquels les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Carthaginois. Par une nuit glaciale, il y a plusieurs millénaires, un fermier aperçut le ciel viré à l'orange, puis au rouge, avant d'entendre un bruit sourd retentir. Bien que le sol tremblât légèrement, il ne s'agissait pas d'un séisme. En scrutant la forêt, il distingua une silhouette colossale, plus haute que les arbres. Approchant avec précaution, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, une géante, qui se présenta sous le nom de Sansuna. Contrairement aux terribles géants décrits dans de nombreux récits, Sansuna ne nourrissait aucune intention de détruire l'humanité. Bien au contraire, elle se montrait bienveillante et généreuse. Elle révéla aux fermiers que son peuple pouvait aider à défendre leurs terres contre les envahisseurs. Les habitants furent intrigués par cette proposition, d'autant plus que, située sur une route commerciale stratégique, Malte était fréquemment la cible d'invasions. La légende raconte que Sansuna s'installa à Malte et ne tarda pas à se mettre à l'œuvre. Mais son travail ne consistait pas en de simples tâches. Elle transportait des monolithes gigantesques sur son épaule pour édifier un temple monumental appelé Gantija, signifiant la tour des géants. Elle accomplissait cet exploit tout en portant, sur l'autre épaule, son enfant, mi-humain, mi-géant. Selon certains récits, Sansuna se nourrissait exclusivement de haricots et de miel, bien que d'autres substituent le miel par de l'eau. Ce qui prête à sourire, c'est que Malte, malgré sa modeste taille, 10e plus petit pays au monde, aurait été la terre d'accueil de géants. Allez comprendre. Le temple évoquait un immense jeu de Tetris, certaines pierres atteignant le poids impressionnant de 20 éléphants. Ces blocs monolithiques sont si massifs que les spécialistes estiment qu'il aurait fallu la force conjointe de 50 hommes pour en soulever un seul. Aussi captivante que soit cette histoire, les humains n'ont jamais prouvé l'existence réelle des géants, rendant ce récit hautement improbable. Certains textes anciens mentionnent brièvement une espèce de géant appelé Néphilims. Ces derniers auraient été des colosses terrifiants, responsables de nombreux ravages sur Terre, avant de disparaître au moment du déluge. Cependant, aucune preuve tangible de leur existence n'a jamais été découverte, jusqu'à l'apparition d'un élément intrigant. L'archéologie maltaise a mis au jour plusieurs découvertes étonnantes au fil des années, dont l'une des plus marquantes est connue sous le nom de crâne de l'hypogée. Ce terme, d'origine grecque, signifie « souterrain ». Ce site extraordinaire fut découvert au cours de la première décennie du XXe siècle, lorsqu'un appel urgent parvint au directeur du Musée national de Malte. Des ossements remarquables avaient été déterrés par accident, nécessitant son expertise immédiate. L'hypogée se présentait comme une véritable ville souterraine, composée de labyrinthes et de salles réparties sur plusieurs niveaux. Ces structures avaient été taillées dans un calcaire similaire à celui utilisé pour les temples maltais situés en surface. L'hypogée regorgeait de précieuses reliques et d'artefacts inestimables. Les chercheurs ont rapidement établi que l'hypogée servait de lieu de dernier repos pour les habitants de l'époque. Parmi les découvertes figuraient de nombreux ossements, squelettes et surtout des crânes. Ces derniers n'étaient pas des crânes humains classiques, mais appartenaient à la catégorie dite allongée. Plus intriguant encore, ces crânes ont été dissimulés au public pendant de nombreuses années, alimentant des spéculations et donnant naissance à une multitude de théories. Cette découverte a constitué un tournant pour l'archéologie maltaise, même si les scientifiques se sont retrouvés démunis face à cette énigme. Certains se sont interrogés sur l'origine de ces crânes, se demandant s'ils étaient naturels ou avaient été altérés, en sachant que certaines cultures utilisaient des techniques de déformation crânienne. D'autres chercheurs ont évoqué des hypothèses plus audacieuses, allant des petits hommes gris aux géants légendaires. Certains suggèrent même que ces crânes allongés pourraient être des sculptures dédiées à des divinités venues d'ailleurs. Faute de preuves pour confirmer ces théories, une question demeure. Qui étaient réellement les bâtisseurs des temples mégalithiques de Malte? Examinons les faits établis par les scientifiques. Les temples mégalithiques de Malte se dressent depuis 3500 ans avant notre ère, ce qui les rend encore plus anciens que les pyramides d'Égypte. La véritable énigme réside dans le fait que ces édifices aient été érigés bien avant l'apparition de l'écriture. Pourtant, leur construction nécessitait des compétences technologiques avancées que l'on peine à expliquer. Le temple de Gantija semble défier toute logique humaine par son ampleur. Le temple sud possède un couloir bordé de 4 salles ovales, évoquant la forme d'un grand trèfle. Dans l'une de ces salles, les archéologues ont découvert des autels ornés de motifs en spirale. Ces structures, vraisemblablement utilisées à des fins rituelles, témoignent de l'importance des pratiques spirituelles chez les premiers Maltais. Le temple nord, bien que similaire dans sa conception,
est plus modeste et dispose d'une entrée si basse qu'elle oblige les visiteurs à se courber pour y pénétrer. Ce détail pourrait symboliser un geste de déférence envers les divinités vénérées en ces lieux. Il est difficile de ne pas s'interroger sur les raisons mystérieuses qui ont poussé ces bâtisseurs à créer un temple d'une telle envergure. Peut-être ont-ils enrôlé l'un dragon de Daenerys pour déplacer ces monolithes? Bien sûr, il ne s'agit que d'une plaisanterie. Mais saviez-vous que les célèbres portes de Medina, à Malte, avaient servi de décor pour Port-Réal dans l'épisode 3 de la première saison de Game of Thrones? Quoi qu'il en soit, revenons aux géants. La théorie selon laquelle ces lieux avaient une vocation rituelle a gagné en crédibilité lorsque les archéologues ont mis au jour des figures énigmatiques surnommées les Dames Grasses. Ces petites statues, au corps rond et au visage reflétant une grande joie de vivre, semblent-tu témoigner d'un certain hédonisme. Ces statues rappellent étrangement une version miniature de Sunsuna, la géante évoquée précédemment. Les scientifiques estiment qu'elles figuraient probablement le bien-être et la prospérité. Leur existence atteste non seulement des compétences artisanales avancées des anciens Maltais, mais aussi de l'intentionnalité de leur construction et de leurs créations artistiques. L'une de ces œuvres, connue sous le nom de « La Dame endormie », est une pièce d'art néolithique représentant une femme de forte corpulence, allongée sur le côté, semblant dormir paisiblement. Après des analyses approfondies, les chercheurs ont supposé qu'elle incarnait la grande faucheuse. Découverte dans l'hypogée, un vaste lieu de sépulture, cette statue se distingue des autres Dames Grasses, notamment par sa coiffure et sa jupe ornée de broderies. Une autre statue intrigue particulièrement. Elle représenterait une femme mesurant 2,50 m de hauteur, accompagnée d'un fragment du bord de sa jupe. Sa découverte, pour le moins inhabituelle, remonte à 1915, lorsqu'un agriculteur, gêné dans son travail par de larges blocs de pierre, invita le directeur du Musée national de Malte à venir les examiner. Pour certains, cette trouvaille constitue la preuve de l'existence de Sunsuna, tandis que d'autres restent sceptiques. Et ce n'est pas tout. L'endroit où cette statue gigantesque a été trouvée abritait l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de Malte, les temples de Tarsien. Construits à partir de blocs de calcaire, certains mesurent dans 6 mètres de haut et pèsent environ 20 tonnes. En poursuivant ces fouilles, le directeur du musée, un certain Zamit, découvrit plusieurs sites similaires, tous composés de pierres mégalithiques. Ces structures, attribuées à des agriculteurs de l'âge de pierre ayant vécu sur une île isolée de la Méditerranée il y a des milliers d'années, défient toute logique. Il suffit d'observer les temples de Mnajdra. Ils pourraient y bien représenter le tout premier calendrier au monde. Lors des équinoxes, le soleil traverse directement l'entrée principale et éclaire l'axe central du temple. Quant au solstice, ils offrent 2 variations remarquables. Pendant le solstice d'été, les rayons illuminent le bord du mégalithe, situé à gauche de l'entrée, tandis qu'en hiver, ils se déplacent vers la droite. C'est là une démonstration fascinante de précision astronomique. Et que dire des structures de halles tarsien, déjà mentionnées? Ce complexe est considéré comme le plus ancien de tout Malte. Il a été édifié pour permettre des offrandes animales aux divinités. Une théorie confirmée par la découverte de nombreux ossements enfouis dans le sol. Les fouilles ont également révélé une riche collection de motifs en spirale, suggérant que les habitants utilisaient également cet espace pour des rituels religieux. Au total, Malte abrite 7 temples mégalithiques, chacun surpassant les autres en magnificence. Les archéologues poursuivent leurs recherches, espérant percer leur mystère, comme cela se fait encore pour les pyramides d'Égypte, les cités mayas disparues d'Amérique, ou d'autres sites énigmatiques à travers le monde.